été condamnés par les forces de l'ordre. Enfin, il y a un autre phénomène, par exemple en Angleterre, en Argentine, nous parlons aussi du fait qu'il y a certains détenus qui ont dû passer jusqu'à 23 heures en isolation dans leur cellule pendant plusieurs semaines, voire des mois. Donc vous voyez que toutes ces mesures, malheureusement, mènent à des violations de droits humains. Les prisons des grandes villes de la lutte contre le coronavirus, ONG Amnesty International sort un rapport sur ce sujet. Nos deux invités ce soir, Tamara Léger d'Amnesty International, basée au sein du bureau régional d'Afrique australe, et Carolina Nascimento, coordinatrice de Prison Insider, un site internet qui donne pour mission d'améliorer le sort des détenus à travers le monde. Alors on a fait un petit peu du constat, et on a vu qu'il n'était pas glorieux évidemment, de la lutte contre le Covid-19 dans les prisons. Que faut-il faire maintenant? Quelle est la priorité selon vous, Carolina Nascimento? Alors, il y a des différentes de connaître, de pouvoir agir par rapport à la condition actuelle. Une des façons qu'on constate, c'est que il faut avoir des informations. Il faut que ces informations soient disponibles, parce que pour toute politique publique, toute action des plaidoyers, pratique en place, il faut pouvoir connaître la situation. Chose aussi, si on constate, c'est que les prisonniers sont dans des conditions de santé âgées, importantes, donc les acteurs des associations différentes acteurs en France, on va voir la contrôleur générale des lieux de la liberté, les groupes des familles de détenus, ils font, certains font appel à ce que une personne détenue soit prise en compte dans les plans nationaux des vaccinations. C'est la priorité selon vous, donc vous avez dit un contrôle d'information, évidemment, alors c'est pas un problème, en tout cas que l'on a en France, en tout cas on l'a moins, mais vous évoquez effectivement la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui demande un plan de vaccination spécifique pour les détenus, parce qu'évidemment c'est pas le cas en France. Est-ce que c'est le cas ailleurs dans le monde? Tamara Léger, je me retourne vers vous parce que vous faites partie de l'Amnesty International qui a sorti évidemment un rapport sur le sujet. Est-ce qu'il y a des campagnes de vaccination spécifiques pour les détenus? Absolument. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont effectivement fait un plan spécial pour les détenus. Et par contre, nos recherches ont montré qu'il y a quand même encore beaucoup de pays qui sont restés silencieux sur le sujet. Or, comme Carolina l'a dit, les détenus de manière générale sont en moins bonne santé que la population générale, pour des raisons liées au contexte socio-économique, aux conditions de détention difficiles dans lesquelles ils sont détenus, et aussi au fait qu'ils n'ont pas toujours accès aux soins. Donc ça, c'est des choses que les gouvernements doivent prendre en compte, puisque le droit international est clair, les personnes détenues doivent avoir accès aux mêmes droits, y compris le droit à la santé, que les personnes qui sont à l'extérieur. Et donc il faut prendre en compte cette fragilité, on va dire accrue des détenus, surtout de certaines catégories de détenus, c'est-à-dire les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes qui ont des comorbidités. Et pourquoi est-ce que les détenus sont à ce point plus prioritaires selon vous? Je pense que malheureusement, c'est parce que le système pénitentiaire est un petit peu au bas de l'échelle. C'est rarement une priorité pour les gouvernements. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant avec cette crise du Covid, c'est que ça a vraiment mis en lumière les menaces qui existent sur la santé des détenus depuis des années. Parce que là, apporter le matériel nécessaire, que ce soit pour les détenus, pour le personnel pénitentiaire. Et ça se voit d'ailleurs dans certains pays comme les États-Unis. L'année dernière, après quelques mois de Covid-19, les taux de mortalité en prison étaient bien supérieurs aux taux de mortalité dans la population générale. Donc ça montre bien qu'il y a un problème. Carolina Nascimento, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses justement face à ce constat, ce problème que pointe Tamara Léger? Comment faire pression finalement? Est-ce qu'il y a aussi que dans l'idée des gens, les prisons finalement sont un mode un peu en vase clos, un mode de vie en vase clos? Est-ce qu'il faudrait davantage
parler des surveillants, parler des visites, qui sont autant de vecteurs de contagion peut-être, que parler des détenus qui, comme le dit Tamara Léger, finalement sont en bas de l'échelle dans l'opinion publique. Oui, après, c'est aussi le point en bas d'échelle qu'il ne faut pas quand on parle de détenus. Donc, il faut parler des détenus, il faut parler de leurs proches, il faut parler des surveillants, il faut s'intéresser aux privants. Parce que c'est une mission qu'on se donne à tous les cadres, c'est de les faire connaître les conditions de détention, parce que les citoyens et les siennes doivent pouvoir connaître comment ils traitent les personnes qui sont détenues dans la société. Donc, pour voir donc là, c'est cette mission aussi, comme citoyen, comme société civile, de s'intéresser à ces personnes qui sont derrière les barreaux, et il faut connaître comment ils sont traités. Et c'est là, ça veut dire, ça nous donne des indications aussi sur notre propre société. Et donc, dans ces lieux peuplés, et souvent salubres, où il y a moins des protections, des matériels de protection, on a un risque de contagion qui est important. On a un risque de contagion pour les personnes ethniques, mais aussi pour les personnels, pour les surveillants, pour les personnels pénitentiaires et pour leurs proches aussi. Et l'un des défis, Tamara Léger, parce que vous l'évoquez dans l'amnistie internationale, c'est rarement les atteintes aux droits humains, c'est aussi l'isolement psychologique, parce que, évidemment, en raison des mesures de contrôle, il y a de plus en plus de difficultés pour voir les familles. Il y a les parloirs, par exemple en France, il y a une glace, une vitre qui a été mise en place dans les parloirs, qui parfois va du plafond au sol. C'est très compliqué, il y a beaucoup de témoignages disant que c'est très compliqué de se parler, on entend les conversations des autres, c'est très difficilement celle que l'on peut avoir avec le détenu. Absolument. Et je dirais même que des fois, c'est carrément la vie des détenus qui est vraiment en question. Comme vous l'évoquez, effectivement, il y a le bien-être psychologique, mais aussi le droit de préparer sa défense. C'est-à-dire que c'est primordial pour chaque détenu de pouvoir avoir accès à son avocat. On comprend bien sûr qu'il est nécessaire parfois pour des États de mettre en place de façon temporaire des mesures pour limiter la contagion. Mais dans ce cas, il faut prévoir des alternatives. Par exemple, on a vu des pays qui ont été assez innovants, qui ont mis en place des forfaits téléphoniques pour que les détenus puissent appeler leur famille, des appels vidéo, ou alors des personnes pénitentiaires qui ont des photos des détenus pour les envoyer à leur famille. Tout ça, c'est vraiment important. Dans le cas où les détenus comme Madagascar, par exemple, où pas de visite des familles, ça veut dire pas de nourriture et pas de médicaments. Et ça peut être très très problématique. Et pour compléter, c'est ainsi qu'on va achever cette émission, votre propos, Tamara Léger, je vais citer le témoignage d'un détenu que j'ai pu lire. Ce qui est difficile à comprendre pour nous, c'est que nous ne pouvons pas entrer en contact avec nos familles, sauf derrière une vitre, mais nous côtoyons chaque jour surveillants, conseillers pénitentiaires intervenants qui veulent arriver. Merci beaucoup d'avoir aidé pour Amnesty International des petites filles Johannesburg en Afrique du Sud. Merci Carolina Nascimento, coordinatrice de prison Insider. Merci Claude Battista derrière la vitre, à la réalisation ce soir de décryptage, et Eleanor Krennic évidemment à la préparation. Comme chaque jour, restez avec nous de RFI dans quelques secondes, le retour de Guénida, le débat du jour. Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain. Nous vous proposons de réécouter l'émission que nous avions consacrée aux femmes débordées entre pression familiale et obligations professionnelles. Appelez-nous au 33 1 84 22 64 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr. Priorité santé avec Renault Assurance. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Les débats du jour. Guillaume Nodin. Bonjour, tout bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a 150 ans, jour pour jour, commençait la Commune de Paris, dans une capitale française assiégée par les Prussiens. Le refus de l'armée conclu par le gouvernement issu de l'Assemblée à majorité monarchiste provoque une insurrection qui va durer jusqu'au mois de mai. La Commune, première révolution libertaire, l'expérience de démocratie directe sera massée dans le sang, mais elle s'est illustrée comme la séparation de l'Église et de l'État ou l'instruction obligatoire. Elle a inspiré jusqu'à aujourd'hui des mouvements de gauche qui continuent à s'y référer et continuent même à diviser. 150 ans après, que reste-t-il de la Commune? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous aujourd'hui par téléphone. Ludivine Battini, bonjour.
Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen, membre de la rédaction de 20 et 21, revue d'histoire, et auteur du livre La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps, aux éditions La Découverte. Et Michel Audin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous tenez un blog sur la Commune de Paris et vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, entre autres La Semaine sanglante, mai 1871, Légendes et contes, aux éditions Libertalia, et José Meunier, 19 rue des Juifs, chez Gallimard, collection L'Arbalète. Ludivine Bantigny, excusez-moi, vous avez raison. Ludivine Bantigny, la Commune, c'est une expérience sociale et politique. D'abord, un conflit entre deux fronts, est-ce qu'on peut parler de guerre civile? Alors avant de parler de guerre civile, je pense qu'il faut parler de révolution populaire, de révolution sociale. C'est une prise de pouvoir par une partie du peuple de Paris, des ouvriers, des employés, des artisans, des petits commerçants, des journalistes, des écrivains, des artistes. Voilà, c'est cette partie du peuple de Paris qui décide de s'emparer du pouvoir, qui organise très tôt des élections pour être vraiment légitime, correspondre à un idéal démocratique, une démocratie vraie. Et c'est seulement dans un deuxième temps que la guerre civile en effet va s'enclencher. Vous avez raison de le souligner, mais on ne peut pas réduire la Commune à une guerre civile. La guerre civile a été voulue par le pouvoir de Versailles, réfugié dans cette ville des rois, c'était déjà une sorte de provocation par rapport à ce que devait être la République. L'Assemblée, qui détenait le pouvoir à cette époque, depuis février 1871, soit un mois avant la Commune, était dominée par des monarchistes. Donc la Commune de Paris s'est aussi beaucoup inquiétée du sort de la République, craignait que cette République soit renversée par des monarchistes. Et donc il y a eu en effet des attaques violentes très tôt de cette armée dite versaillaise qui a enclenché donc la guerre civile. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier d'abord et avant tout la dimension de révolution populaire née d'une insurrection. Vous avez raison, et on va d'ailleurs en parler, mais si j'évoquais cet aspect de guerre civile, c'était peut-être pour l'évacuer, pour se concentrer peut-être sur les idées qui ont été portées par la Commune. C'est pour ça que je vais insister un peu avec vous, Michel Audin. Est-ce qu'on a un bilan humain précis de ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines, notamment la dernière, la semaine sanglante? Il faut savoir que la guerre civile, peut-être qu'on rappelle, le gouvernement est parti à Versailles en laissant les lieux du pouvoir vacants. Ces lieux du pouvoir ont été occupés par la garde nationale parisienne et puis ensuite, après l'élection, par la Commune de Paris. Et le gouvernement versaillais a décidé d'attaquer militairement Paris à partir du 2 avril, donc très tôt dans l'histoire de la Commune. Et en fait, pendant toute la durée de la Commune, il y a eu une guerre civile, une guerre assez importante, assez meurtrière qui a été menée. La ville de Paris était entourée par des fortifications. Donc la guerre se déroulait autour des fortifications jusqu'à ce que les Versaillais rentrent dans Paris. Et c'était vraiment une guerre meurtrière. Et à partir du 21 mai, les Versaillais ont réussi à entrer dans la ville. Et donc la guerre s'est répandue dans la ville et pas seulement autour des fortifications. Donc, oui, en effet, il y a eu une guerre des rues, c'est-à-dire énormément de barricades. On estime qu'il y a eu 600 à 900 barricades dans tout Paris, et qui ont été prises ou tournées par l'armée versaillaise. Et chaque fois qu'un quartier, donc ils sont entrés par l'ouest de Paris, ils venaient de Versailles, c'est normal, et puis ils ont conquis, en une semaine, ils ont conquis petit à petit toute la ville en remontant vers l'est et vers le nord-est. Et chaque fois qu'un quartier était conquis, une fois que les combats étaient terminés, alors il y avait des massacres. Donc on arrêtait les gens, on perquisitionnait, on arrêtait les gens, on fusillait les gens parce qu'ils avaient les mains noires, peut-être que c'était de la poudre, parce qu'ils avaient tenu un fusil, ou parce qu'ils avaient une mine d'insurgés, ou pour une raison ou pour une autre. Donc il y a eu énormément de morts dans cette guerre. Est-ce qu'on a un chiffre précis? Précis, certainement pas, parce que d'abord à l'époque on a tout fait pour qu'on sache jamais ce chiffre. Il y a eu des tas de trafics, des archives
des documents à l'époque. Et puis en plus, il y a des tas de morts qui ont été incinérés dans les casemates des fortifications, qui ont été envoyés dans des cimetières de banlieue. Donc, rien de précis, mais il y a eu déjà au moins 10 000 morts sûrs enterrés rien que dans les cimetières parisiens. Donc bon, ça c'est quand même... Donc un bilan très lourd, l'usine Banquille, c'est peut-être le type finalement relativement court, c'est 72 jours, relativement court dans le temps, on rencontre encore un tel écho aujourd'hui, la mémoire collective, on se souvient, les familles ont été touchées.